Splend, c'est du breton, ça veut dire clair, évident. C'est dans l'idée aussi de mettre de la lumière sur des zones d'ombre. C'est un collectif de journalistes qui s'est créé donc on a lancé un financement participatif en février 2021. L'idée, c'est de faire des enquêtes et des investigations à l'échelle de la Bretagne. C'est né de plusieurs journalistes bretons qui, en fait, faisaient le constat que soit dans leur pratique au sein d'une rédaction ou en tant que pigiste, avaient des difficultés à mener des enquêtes au long cours. Parce que vraiment, l'idée, c'était aussi de questionner ce qu'on appelle les angles morts de l'information. Et notamment en Bretagne, il y a tout ce rapport à l'agroalimentaire qui est à la fois un poids lourd économique de la région, un poids lourd politique, mais aussi qui est aussi l'un des principaux financeurs de la presse quotidienne régionale. Et donc, à partir de là, voilà, on a ressenti la nécessité de pouvoir mener des enquêtes au long cours de manière indépendante. Donc on a lancé un financement participatif qui a été très bien suivi et qui permet en fait cet argent récolté auprès des citoyens permet de financer des journalistes pendant plusieurs mois. Et en fait, à chaque enquête, on noue des partenariats avec des médias locaux ou nationaux. Ça peut être Mediapart, France 3 Bretagne, l'enquête sur les implosions, on a travaillé avec le magazine Elle aussi, donc c'est voilà, des médias en breton aussi. Elles sont en accès libre parce qu'on considère aussi que l'information, ben voilà, au même titre que l'eau, justement, c'est un bien public. En tout cas, au niveau de Splend, voilà, on a fait le choix d'assumer le fait d'avoir un journalisme qu'on souhaite impactant et donc que nos enquêtes puissent aider à la fois à une prise de conscience et aussi à des modifications de comportement ou de législation. On sait que l'enquête de Splend sur l'ammoniac a été utilisée devant les tribunaux pour mettre en avant justement les risques et les dangers de la pollution à l'ammoniac dans certains endroits avec les effets de cumul, etc. Euh, donc voilà, on voit à chacune de nos enquêtes, on constate qu'effectivement ça peut faire bouger les lignes, qu'à l'échelle locale, on peut réussir à faire pression sur la préfecture, sur certains élus qui se disent qu'effectivement, il y a des gens qui les regardent. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont quand même un devoir de favoriser l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier, quoi. Et puis, donc moi, avec Inès Léraud, on est en charge du dossier sur le lobby porcin. Bah, l'enquête, alors elle est toujours en cours, mais elle a débuté il y a plus d'un an. Euh, En fait, moi, le point de départ, c'est aussi que dans mon parcours, moi, je suis fils d'éleveur porcin, un élevage dit conventionnel, assez classique et qui, au cours des années 90, a fait faillite. Comme aussi beaucoup d'élevages porcins à cette époque et encore aujourd'hui. Et moi, ça m'a beaucoup questionné sur cette filière, son fonctionnement, sur les injustices qui pouvaient régner à l'intérieur de ça, à la fois sur effectivement ce sentiment que peuvent avoir les éleveurs de faire beaucoup d'efforts, d'investir de l'argent, et en même temps de voir aussi les résultats. Moi, ça a été tout d'abord une approche humaine, c'est-à-dire de voir que ce système détruisait l'humain par les faillites, et puis ensuite de me rendre compte aussi que ça détruisait pas seulement l'humain, mais aussi la nature, à travers les pollutions de l'eau, la question du nitrate, des algues vertes, etc., quoi. Eh ben, c'est ce qu'on a pu constater, nous, au fil de nos enquêtes sur effectivement l'importance cruciale de l'eau sur ces enjeux agroalimentaires et sur ces enjeux même économiques. C'est-à-dire que un élevage de porc,
ça consomme enfin les ports boivent de l'eau, il faut de l'eau pour nettoyer les bâtiments, et donc on est sur des volumes d'eau à chaque fois dans les porcheries qui sont très très élevés. Et donc effectivement, voilà, là, je crois que l'été 2022 a été un peu fondateur, je pense, pour beaucoup, pour se rendre compte qu'effectivement, depuis longtemps, on parle de la question de la qualité de l'eau sur voilà, par rapport aux nitrates, aux algues vertes, etc. Mais que là, il y a eu aussi des alertes, notamment, voilà, septembre 2022, la préfecture des Côtes-d'Armor qui dit il n'y a plus que 35 jours d'eau potable dans les réserves. Et là, je pense que ça a été un électrochoc pour se dire, mais finalement, en Bretagne, voilà, l'eau, en termes de quantité, eh ben, on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc se pose à cet instant la question de la consommation d'eau sur le territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, les ressources sont limitées. Voilà, de l'eau, il y en a en certaines quantités, et quand il pleut pas, on est bien embêté. Et donc à partir de là, comment gérer sa consommation, quoi. Donc il y a les fameux petits gestes du quotidien que les citoyens peuvent faire chez eux, mais globalement, les gros et très gros consommateurs d'eau en Bretagne, ça reste quand même effectivement l'industrie et notamment tout ce qui est élevage. Il faut compter en gros 1 mètre cube d'eau par cochon produit. Vous voyez bien qu'à l'échelle de la Bretagne, quand on produit 7 millions de porcs par an, je crois, forcément ça fait une quantité astronomique d'eau. Et donc le jour où les rations sont limitées, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un peu la question qu'on pose, enfin qui s'est posée au fil de nos enquêtes, quoi. La Bretagne produit 56% du porc consommé en France. Donc voilà, la Bretagne est déjà à elle seule excédentaire. Largement. Et ensuite, sur cette question de l'import, oui, ça pose aussi forcément la question de la consommation de viande, voilà, à l'échelle nationale, internationale. Mais en tout cas, toujours est-il que le territoire breton se retrouve lui, à fabriquer, à produire de la viande à très très grande échelle avec les dégâts qu'on connaît. C'est voilà, effectivement la question du nitrate, la question des algues vertes. Et en fait, c'est est-ce que le territoire peut continuer à produire autant tout en usant l'eau, la terre, l'air aussi avec la pollution à l'ammoniac. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'il faut questionner. On a vraiment des zones avec des concentrations très très fortes. Là, dans le pays d'Iroise, par exemple, c'est plus de 400 000 cochons. Et donc, les ressources en eau, localement, elles sont limitées. Ça pose aussi la question de l'accès à la terre, parce qu'il faut produire de la nourriture pour ces cochons. Donc, ça veut dire voilà, du maïs ou autre, qu'il faut nécessairement aussi arroser si besoin. Et donc, toute cette chaîne crée effectivement une consommation d'eau hyper importante, et probablement avec voilà, les chiffres qui nous sont donnés sur ce qui va se passer dans les années à venir en termes d'accessibilité de l'eau, se pose effectivement la question de la soutenabilité sur le territoire d'une telle concentration, quoi. Le monde agricole, il est pas uni et monolithique. Il y a quand même plusieurs modèles agricoles qui coexistent péniblement en Bretagne. Effectivement, il y a, et c'est le cas dans beaucoup de bassins versants, vous allez avoir un travail des collectivités avec des agriculteurs qui sont prêts à s'engager parce qu'ils voient bien qu'effectivement se pose la question de la durabilité de leur activité. Et donc ça va être voilà,
reconstruire des talus, ça va être effectivement des baisses de cheptel aussi à certains endroits. Mais vous avez aussi, dans ce monde agricole très divers, euh, vous avez aussi des gens qui continuent malgré tout à faire des extensions d'élevage, des agrandissements dans des zones qui sont déjà sursaturées. Du coup, quand vous avez un élevage de porc qui s'agrandit, qui a besoin du coup de terre à la fois pour l'épandage et pour cultiver les céréales pour les cochons, ça reste de la terre qui n'est pas disponible pour d'autres projets. Et on voit bien que la question de l'accès à la terre en ce moment, elle est extrêmement tendue et compliquée en Bretagne, donc de dire que ces modèles peuvent coexister. Oui, 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 notamment, donc la tendance, elle est clairement à l'agrandissement des exploitations, notamment sur dans la filière porcine, où on a à la fois, c'est lié à une conjoncture d'âge, des conjonctures économiques, mais aussi vraiment clairement des choix aussi politiques qui sont faits, euh, d'aller vers des fermes voilà, plus grandes. euh, et voilà, une plus grande concentration de porcs dans un même endroit, ouais. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on entend souvent, c'est de dire oui, bah, c'est ces très grosses fermes, ces fermes-usines, elles sont modernes, elles sont beaucoup plus propres. Nous, on a quand même plusieurs exemples de très grosses pollutions aussi, parce que bah, forcément, ces gros élevages génèrent des très grosses quantités de lisier. Et donc, quand il y a un problème, bah, il y a un très gros problème. C'est ce qui s'est passé du côté de Pinzé en 2021. Et c'est aussi des dégagements d'ammoniac qui sont dans des concentrations beaucoup plus élevées. Et d'un point de vue économique de vie sur le territoire, ça pose aussi la question voilà, du nombre d'agriculteurs, justement de cette nécessaire aussi diversité entre du maraîchage, de la polyculture élevage, voilà. Et donc, ces fermes-usines, ça pose aussi voilà, des questions d'ordre à la fois économique et puis aussi social, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs petites fermes éparpillées dans un même village, ben voilà, c'est aussi de la vie, c'est aussi une autre économie qui peut circuler au quotidien. Voilà, vivre à côté d'une porcherie industrielle, il faut aussi savoir, voilà, il y a l'odeur, il y a aussi un nombre de passages de camions quotidien pour le transport voilà, du lisier, des animaux. Vous avez donc aussi un plus gros dégagement d'ammoniac. Donc voilà, ça pose quand même toutes ces questions-là. Et puis après, il y a les questions de bien-être animal qui se posent aussi. Mais avec effectivement voilà, une robotisation qui est mise en lumière, alors qui est vue par certains comme un progrès, mais cette robotisation nécessite aussi énormément de frais, donc ça veut dire de l'endettement. Aujourd'hui, une porcherie d'une centaine de truies, ça vaut 1 million d'euros. Donc, faut pouvoir les sortir, faut pouvoir ensuite les rembourser. Donc, ça met quand même les éleveurs dans des situations vraiment très compliquées. Clairement, voilà, ils ont le couteau sous la gorge. Et, euh, et donc, je suis pas sûr que ce soit aussi humainement quelque chose de souhaitable d'avoir de telles situations. Depuis 60 ans en Bretagne, on se dit qu'il faut produire plus pour nourrir le monde. Est-ce que la Bretagne a vocation à nourrir le monde ou est-ce qu'on ne peut pas laisser aussi déjà les gens voilà, être autonomes sur leur territoire un maximum. Effectivement, c'est tout l'enjeu parce que c'est sûr que ces flux mondiaux, il faut savoir que voilà, les cochons sont quand même alimentés à hauteur de entre 10 et 20% par du soja qui provient du Brésil. Donc voilà, c'est aussi de la déforestation, c'est toute une économie et des conséquences climatiques très fortes aussi à ce niveau-là. Donc, à plein de niveaux, on voit bien que continuer comme ça, c'est aller dans le mur. Là, il y a clairement deux modèles qui s'affrontent, enfin,
qui s'opposent. Euh, Moi, ce qu'effectivement je peux constater dans les rencontres que je peux faire au fil des enquêtes, c'est que effectivement cette robotisation, elle est vue comme un peu la solution miracle. La solution miracle, mais ça veut dire que derrière et aussi la solution miracle à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois pour l'éleveur parce que là il y a clairement des problèmes de main d'œuvre aussi dans ce type d'exploitation parce que c'est pas un métier qui fait rêver. Donc la robotisation est vue comme une réponse aussi à ce manque de main-d'œuvre. Mais ça veut dire que c'est des emplois qui sont plutôt de l'ordre de l'ingénierie que du travail à la ferme. Qui mettent l'éleveur dans des situations où effectivement il doit emprunter de très grosses sommes d'argent qui doit ensuite rembourser pour pouvoir fonctionner de cette manière-là. À l'inverse, vous avez un modèle, il y a un livre que je trouve hyper intéressant, c'est Reprendre la terre aux machines, écrit par l'Atelier Paysan, qui met en avant justement la manière dont cette robotisation prend en otage les éleveurs, les oblige justement à avoir des fermes toujours plus grandes, à l'utilisation de pesticides, et que à l'inverse, avec des outils, et c'est pas le retour à la bougie, hein, mais c'est aussi un savoir-faire et un besoin d'autonomie. Se dire que oui, on n'a pas forcément besoin de la banque pour pouvoir avancer, on n'a pas forcément besoin des conseillers agricoles et des représentants en tracteur pour pouvoir mener son projet agricole à bien, quoi. Et donc voilà, c'est aussi, je pense, oui, voilà, un souhait d'autonomie qui demande d'avoir des savoir-faire. Donc voilà, après, voilà, est-ce qu'on apprend ça en école d'agriculture? Est-ce qu'on apprend à fabriquer soi-même certains outils, à les réparer si besoin, ou alors est-ce que voilà, quand c'est bourré d'électronique, et ben du coup ça part au SAV, on paye et puis on voit ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est pas uniquement dans le monde agricole, mais c'est clair que là pour certains c'est effectivement vu comme la solution miracle parce que effectivement historiquement il y a ce passage d'une agriculture très locale que voilà, les avancées techniques ont permis certains progrès, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer cette course en avant? Pas forcément. Moi, j'ai spécifiquement travaillé donc avec Inès Lero sur la question du lobby porcin. Notamment, on a commencé en s'intéressant au dossier d'une exploitation sur la commune de Landunvez dans le Finistère Nord, qui est un dossier assez emblématique sur la question du modèle agricole et aussi sur la question de l'eau. Parce que donc ça c'est une ferme, une porcherie qui s'est agrandie au fil des ans, qui s'est agrandie notamment parce que voilà c'était une porcherie qui appartenait au maire de la commune, qui l'a transmis à son fils, Philippe Bizien, qui est aujourd'hui multicasquette, président de la coopérative Evelop, ancien président du comité régional porcin, trésorier de l'UGPVB, donc l'union des groupements de producteurs de porc. Donc on a quelqu'un de très influent et il y a en face, donc quand il demande en 2015 pour une nouvelle extension de sa porcherie pour passer de 8 000 à 12 000 porcs, donc il y a une enquête publique. Là, l'enquête publique, le commissaire enquêteur aura un avis défavorable parce que effectivement se pose la question de la soutenabilité du territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette porcherie-là, mais il y en a plein autour, et qu'il y a des pollutions de l'eau, pollution de rivières, plages fermées. Et donc, voilà, le commissaire enquêteur rend son avis négatif, mais malgré ça, la préfecture lui donne une autorisation provisoire, donc il en profite pour faire les travaux, pour faire son agrandissement, et
arrive ensuite une décision de justice en 2021 qui dit non, la préfecture n'avait pas donné cette autorisation, donc on revient là-dessus. Sauf que l'extension a été faite, donc difficile de faire marche arrière. Donc nous, ce qu'on a mis en avant, c'est sur ces questions de la démocratie environnementale, sur la manière dont la démocratie environnementale et ses multiples étapes pour mener à bien un projet sont souvent phagocytées par le lobby porcin. Ça va être le maire d'une commune qui est en même temps soit agriculteur, soit salarié d'une coopérative agricole et qui va profiter de son mandat de maire pour être aussi présent à l'intérieur de la commission locale de l'eau ou de tout un tas d'instances dans lesquelles ils peuvent aussi prendre des décisions qui permettent, lorsqu'il faut choisir entre le choix économique d'un nouvel élevage de porc ou aussi de limiter ces élevages et de s'attaquer à la question des pollutions, ils choisissent systématiquement de défendre l'économie et l'agroalimentaire. Et donc ces situations-là, donc elles sont très présentes en Pays d'Iroise, mais c'est aussi un modèle qu'on retrouve ailleurs en Bretagne. C'est-à-dire c'est quelque chose, on peut dire, d'assez systématique et stratégique de la part du monde agricole de se positionner à des endroits clés pour pouvoir à minima freiner des deux pieds pour limiter les mesures qui pourraient être prises à certains endroits, quoi. Non, c'est pas tout le monde agricole dans son ensemble, c'est un certain modèle agricole, mais qui est très actif parce qu'ils ont les moyens, parce que effectivement, quand vous avez une très grosse ferme et des salariés qui travaillent, c'est plus facile d'avoir du temps pour s'engager et avoir des mandats. Et puis c'est clairement une stratégie qui a été mise en place, de se dire il faut être à ces endroits-là pour pouvoir prendre les mesures qui vont, non pas dans le sens de l'intérêt général, parce que là on est quand même sur la question de l'eau, on est sur vraiment quel est un enjeu vital de territoire, mais plutôt sur l'intérêt particulier d'une filière pour son développement économique. Donc là ça pose vraiment question. Donc, à travers Londinvest, l'exemple de Londinvest montrait comment la démocratie environnementale et comment la démocratie environnementale est bafouée à l'échelle d'un territoire. Et ensuite, on s'est questionné vraiment spécifiquement sur la question de l'eau suite à l'été 2022. On s'est rendu compte aussi que cette question justement de la consommation d'eau des élevages était vraiment cruciale. Alors, et voilà, sur Londinvest, il y a cette question de la qualité de l'eau avec des épisodes de pollution de rivières, de plages fermées très régulièrement, mais se pose aussi la question de la quantité. Donc voilà, il faut savoir qu'un élevage, bien souvent, ils ont leur propre forage, mais ils prennent aussi de l'eau du réseau d'eau potable et donc dans des très grosses quantités. Et là, vraiment, la question, c'est de se dire, mais à un moment donné, si le forage est à sec, qu'est-ce qui se passe? On prend toute l'eau de la collectivité dans un réseau qui est déjà à fleur de peau, qui est déjà saturé. Donc là, c'est vraiment des questions qu'on se pose sur effectivement la soutenabilité de ce modèle au vu des prévisions sur les quantités d'eau disponibles dans les années à venir, quoi. Oui, c'est sûr que l'influence de la FNSEA, on dit souvent qu'elle peut faire et défaire des ministres de l'agriculture. L'influence de la FNSEA et sa responsabilité est très grande. Nous, l'exemple le plus probant qu'on peut avoir, moi, où je me pose vraiment des questions sur la mission que peut porter ce syndicat, c'est que lorsqu'on a édité notre enquête sur la pollution à l'ammoniac, on montre très bien dans l'article que les premières victimes
de cette pollution à l'ammoniac, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui respirent au quotidien ces odeurs d'ammoniac. Et la réponse de la FRSEA, donc au niveau régional, ça a été de dire c'est une demi-enquête, on n'apprend rien de nouveau. Point barre. Et là, je me dis, mais en fait, lorsqu'on dit à un syndicat que les gens qu'il est censé représenter sont malades, il y a des maladies professionnelles en raison de l'ammoniac, la première des choses, c'est de se dire, mais il faut qu'on prenne des mesures par rapport à ça pour protéger nos adhérents. Et la réponse, c'est pas de protéger les adhérents, c'est de protéger le modèle. Et donc là, oui, se pose vraiment la question de savoir effectivement est-ce que ce syndicat travaille pour les agriculteurs ou est-ce qu'il travaille pour une filière agroalimentaire. Faudrait leur demander à eux pourquoi est-ce qu'ils votent pour ce syndicat. Après, la question de la représentativité des syndicats, elle se pose dans beaucoup de secteurs. Particulièrement quand même. Mais effectivement, particulièrement dans le monde agricole. Ce qui est sûr, c'est que le climat dans les campagnes, il est clairement pas apaisé. On nous a depuis qu'on mène nos enquêtes dans la campagne bretonne, on nous a quand même révélé beaucoup d'histoires de pression qui sont mises sur les éleveurs aussi. C'est-à-dire que effectivement, le syndicat est puissant. Et notamment pour tout ce qui est accès à la terre, pour tout un tas de facilités au quotidien, le fait d'être adhérent de ce syndicat rend les choses plus faciles que si vous y êtes opposé. Il y a effectivement beaucoup de pression et même la violence, et que du coup forcément l'intérêt au quotidien pour le développement économique et sa vie personnelle, c'est probablement de ne pas être opposé aux puissants. Depuis qu'on a créé Splend, dire que l'intérêt du collectif, c'est effectivement de pouvoir aussi se défendre collectivement. C'est vrai que lorsqu'on a créé Splend, c'était suite à des histoires, notamment Inès Léraud qui s'est retrouvée avec ce qu'on appelle des procédures bâillons, c'est-à-dire des industriels qui portent plainte suite à ces articles, et donc pour lesquels elle est obligée de se défendre, et 2 jours avant l'audience, la plainte est retirée. La plainte est retirée parce qu'ils savent qu'ils vont perdre, mais néanmoins, Inès, elle a passé 1 an et demi à préparer sa défense, donc c'est du temps qu'elle n'a pas passé à enquêter. Donc ça, c'est des stratégies qui sont mises en place pour justement attaquer le travail de journaliste. Et donc, l'intérêt de Splend, c'est de pouvoir agir justement collectivement. Nos enquêtes, nous, sont systématiquement relues avant publication par un cabinet d'avocats spécialisé. Donc il y a aussi cette sécurité d'avoir une rédaction derrière qui vous suit. Vous n'êtes pas un journaliste indépendant seul dans votre coin. Et après, il y a quand même eu notre consoeur Morgane Large qui, en avril 2021, s'est retrouvée avec une roue de sa voiture déboulonnée. Donc Morgane est journaliste, donc elle est membre de Splend, cofondatrice de Splend, et journaliste au sein de la radio RKB, Radio Kreis Breizh, donc du côté de Rostrenin. Et donc elle mène depuis longtemps des enquêtes et des reportages sur les questions agricoles. Il y a eu déjà plusieurs épisodes des pressions qui ont été faites, notamment de la part de certaines municipalités, de couper les subventions de la radio, puisqu'ils avaient abordé tel ou tel sujet, des extensions de poulaillers ou ce genre de choses. Ensuite, Morgane est apparue dans un documentaire diffusé sur France 5 qui s'appelle Bretagne, terre sacrifiée, qui reprend un peu les enquêtes d'Inès Léraud dans le journal breton.
Et, euh, et donc dans ce film, Morgane témoigne, et suite à la diffusion de ce film, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, elle commence à recevoir des coups de fil anonymes, elle retrouve les champs avec ses chevaux en divagation. Euh, Son chien aussi victime d'empoisonnement. Et donc, petit à petit, voilà, c'est un peu l'escalade jusqu'au jour où elle, voilà, en roulant, elle se rend compte voilà, qu'il y a des boulons de sa voiture qui ont été dévissés, mais remis, voilà, des boulons de sa roue de voiture qui ont été dévissés, mais remis en place. Donc voilà, clairement l'intention de nuire. Donc l'enquête n'a pas abouti il n'y a pas de responsables qui ont été trouvés. Et 2 ans jour pour jour après cet épisode, Morgane a été de nouveau victime d'un déboulonnage de sa voiture. Et donc ça c'est effectivement des réactions qui inquiètent fortement. D'autant que voilà, il n'y a pas de responsable connu, il n'y a pas de voilà, c'est une manière de communiquer qui est quand même assez étonnante. C'est quelque chose qui est arrivé aussi récemment à un lanceur d'alerte sur Londunvez, un militant associatif qui fait régulièrement à son compte des mesures de la qualité de l'eau, qui a contredit un peu qui a permis de contredire le discours officiel sur la qualité de l'eau. C'est du coup Fabrice Hamon qui a créé une association, parce qu'il y a le Foul, donc la rivière qui traverse Londunvez, passe aussi dans son jardin. Il voyait très bien qu'il y avait des périodes de l'année, au moment des fortes pluies, où l'eau était sale, où ça sentait très fort, et malgré tout, voilà, on continuait de dire que la qualité de l'eau était correcte. Donc il a fait lui-même des analyses régulièrement. Il en arrive à la conclusion que pendant les périodes d'épandage, il y a des gros épisodes de pollution. Et le jour où voilà, suite à ces déclarations, quelques jours plus tard, il a retrouvé lui aussi une roue de sa voiture déboulonnée. Donc, donc on est quand même sur oui, des intimidations. Il y a une pression qui est mise à la fois sur les journalistes et sur les militants associatifs pour essayer de les faire taire. Oui, des pratiques mafieuses, c'est effectivement la conclusion à laquelle arrivent beaucoup de gens dès que vous commencez à mettre le doigt dans ce fonctionnement breton. C'est des mots qu'on retrouve voilà, dans l'ouvrage de Nicolas Legendre, Silence dans les champs. C'est des mots que des élus, que des députés ou anciens députés, moi, disent dès que j'aborde la question, dès que je dis je travaille sur la filière porcine, on me dit ah, cette mafia. Voilà. Parce que effectivement, il y a une manière de poser le débat qui se fait souvent par la force et par la violence. Voilà, historiquement, quand même, voilà, il y a eu des destructions de préfectures, d'hôtels des impôts, de biens publics, qui sont quand même régulières depuis ces 30 ou 40 dernières années, quoi. Bah, ce qui est certain, c'est que là, mathématiquement, enfin, voilà, les quantités d'eau diminuant et les besoins en eau en plus augmentant par le fait de ces sécheresses répétées, on arrive à une limite. Donc après, la question c'est, est-ce qu'on prépare ça, ou alors est-ce qu'on continue dans le déni à vouloir continuellement augmenter les cheptels? Et donc, moi je pense que le modèle a atteint ses limites, et que là maintenant c'est de la responsabilité du monde agricole et politique de prendre ce dossier en main et d'accompagner cette transition, parce que si elle n'est pas accompagnée, c'est ce qui se passe depuis 40 ans, c'est la loi de la jungle. Voilà, les plus forts s'en sortent un temps, les plus petits meurent, et par contre, économiquement, c'est vrai qu'il y a quand même tout un circuit, toute voilà, une économie en Bretagne qui dépend de ces filières-là, qui fait que si ça se casse la figure du jour au lendemain, c'est quand même la catastrophe, quoi. On a vu ce que ça donnait lorsque l'abattoir GAD à Lampol-Guimillot ferme du jour au lendemain. C'est entre 800 et 1000 personnes
1000 emplois directs qui disparaissent. Donc, effectivement, s'il n'y a pas une transition qui est réfléchie vers un modèle beaucoup plus soutenable, ça risque d'être très très violent. C'est vraiment ça les craintes. Nous, on se fait l'écho de ce qui peut être entendu, mais d'un point de vue politique, c'est vraiment, effectivement, est-ce qu'on se donne les moyens d'aller vers un modèle différent, ou est-ce qu'on continue de soutenir ce type d'agriculture? Et du coup, sur le terrain, vous avez vraiment des comportements très, très différents. Il y a des gens très, très lucides qui vont, là encore dernièrement, moi je discutais avec un éleveur bovin qui, au vu de là l'état actuel des nappes phréatiques en juin 2023, a décidé de réduire son cheptel parce qu'il dit mais je vais pas réussir à pouvoir alimenter toutes mes vaches voilà, pour les mois à venir. Donc voilà, vous avez des gens qui sont très lucides et puis vous en avez d'autres qui mais peut-être aussi influencés par les banques, par les coopératives, par certains discours, vont continuer ces agrandissements. Donc là, moi je crois que le politique a vraiment un rôle à jouer pour pouvoir aussi freiner et préparer la transition à ce niveau-là, quoi. Là, sur le territoire en Bretagne, nous, c'est ce qu'on a pu observer à la fois donc, sur les communes de Londunvez et de Plouvorne sur lesquelles on a travaillé. En fait, c'est des communes où des captages d'eau potable ont été fermés dans les années 90-2000. Ils ont été fermés, pourquoi? Parce qu'il y avait un trop fort taux de nitrate. Et donc, le choix qui a été fait à certains endroits, mais on parle de plusieurs centaines de captages en Bretagne qui ont été fermés, c'est de se dire, bon bah, en fait, soit on préserve ces terres, on les sacralise pour que ce soit un captage d'eau potable en bonne et due forme, soit ça devient des terres d'épandage et on fait des interconnexions et on va prendre de l'eau d'ailleurs et ça suffira comme ça. Et donc, voilà, sur Londunvez, il y a un captage d'eau qui a été fermé dans les années 90 pour pouvoir rester terre d'épandage. Du côté de Plouvorne, on a aussi un captage, donc l'Orne, qui a été fermé en 2007, contentieux nitrate. Et donc, il y a effectivement des interconnexions nécessaires pour alimenter la Bretagne, vu le réseau très fragile et à fleur de peau de l'eau potable en Bretagne. Mais beaucoup aussi utilisent ces interconnexions en se disant, bon, bah, de notre côté, c'est terre sacrifiée, c'est-à-dire effectivement ce captage, tant pis, il est fermé, on va prendre de l'eau d'ailleurs et ça suffira comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, les quantités d'eau étant limitées, ces captages et leur réouverture sont un vrai enjeu. Donc sur l'Orne, il y a un travail qui est mis en place par les collectivités et par les agriculteurs pour tenter de baisser ce taux de nitrate. Et effectivement, en 20 ans, on est passé de 100 mg à aujourd'hui 55-56. Donc on se rapproche des normes acceptables de potabilité de l'eau, mais il reste encore du travail. Et d'un côté, vous avez effectivement 70% des agriculteurs qui sont engagés dans une démarche pour rendre cette eau potable et avoir des pratiques les plus responsables possibles. Du côté de Daoulas, il y a une rivière qui s'appelle la Mignonne. Il y a eu 3 épisodes de pollution en 2019. Et voilà, et vous avez tout un tas d'agriculteurs autour qui sont engagés dans des démarches vraiment respectueuses de la rivière. Et il suffit d'un accident un jour pour flinguer des années de travail de la part des sociétés de pêche ou des agriculteurs alentours, quoi. Donc là, il y a vraiment pareil, c'est aussi là qu'il y a un devoir du politique, à la fois pour sanctionner ces mauvais élèves, et pour amener à des pratiques beaucoup plus respectueuses, quoi. Ces méthaniseurs sont apparus dans les campagnes bretonnes sans qu'il y ait vraiment eu de débat et d'information sur le sujet. Donc nous, notre volonté, ça a été d'abord de questionner ces méthaniseurs, à quoi ça sert, et d'aller gratter derrière cette
y a une dimension assez vertueuse en fait du méthaniseur au départ, qui est de se dire on va traiter le lisier pour en faire du gaz ou de l'électricité. Et donc, sauf que à travers ça, on se rend compte il y a plusieurs questions nous, qui sont posées dans l'enquête. Il y a effectivement des questions qui sont de l'ordre de la sécurité, c'est-à-dire que là, c'est des élevages avec des agriculteurs qui sont en charge d'unités de méthanisation, et là, on est clairement sur un process qui est vraiment de l'ordre de l'industriel. Donc voilà, quelle est la formation et quels sont les contrôles de ces installations industrielles. Ensuite, il y a des questions sanitaires, c'est-à-dire par rapport au digestat qui ensuite est pendu sur les terres, où là, pour le coup, cette concentration, voilà, il y a des scientifiques qui se posent des questions sur la qualité ou les risques bactériologiques de cette concentration de digestat. Et il y a aussi une dimension économique qui est questionnée, c'est-à-dire que ces méthaniseurs qui sont, pareil, des investissements financiers très lourds et qui sont encore une fois portés par les éleveurs eux-mêmes, comment est-ce qu'est redistribué l'argent, quoi. Et on se rend compte que globalement aussi, il y a une mainmise des entreprises et là, pour le coup, des vendeurs et producteurs d'énergie qui noyautent et qui prend un peu en otage aussi les éleveurs et ces unités de méthanisation de par le prix auquel est revendu ce qui peut être fabriqué. Et donc ça questionne aussi sur voilà, cette liberté et cette indépendance des éleveurs, là, vis-à-vis non pas de la filière agroalimentaire, mais vis-à-vis de la filière énergie, quoi. Il y a une chose à savoir aussi sur les méthaniseurs qui sont souvent présentés comme étant une alternative aujourd'hui pour un gaz produit localement. C'est vrai que c'est un gaz produit localement, mais actuellement les méthaniseurs en France, c'est 0,9% de la production de gaz. C'est-à-dire que même s'il y avait un développement exponentiel de ce modèle-là, on arriverait à un pourcentage assez ridicule en termes d'autonomie énergétique. Et en plus, c'est des unités qui pour le moment rapportent aux éleveurs, mais elles rapportent pourquoi ? Parce qu'elles bénéficient aussi d'énormément de subventions publiques. Donc, est-ce que c'est une énergie vraiment rentable ou pas ? En tout cas, ça coûte aussi aux contribuables. Donc tout ça pose beaucoup de questions effectivement sur ces unités de méthanisation, sur leur taille, sur leur utilisation aussi dans la durée, hein, parce que voilà, combien de temps ça va durer, comment est-ce que l'avenir de ces stations peut évoluer. Ça, c'est des choses qui n'ont jamais été clairement abordées et débattues sur la place publique, quoi. C'est vrai que techniquement, pour que ça fonctionne, il faut 10% de déchets verts, et il y a beaucoup d'endroits actuellement où en fait on fait pousser du maïs, et ce maïs est directement injecté dans le méthaniseur. Donc c'est vraiment une économie qui est assez hallucinante. C'est-à-dire qu'effectivement, on va arroser du maïs pour pouvoir alimenter un méthaniseur qui va pouvoir produire une petite quantité de gaz. Donc on est effectivement sur un système qui est clairement pas durable et qui est voilà. Donc à ce niveau-là, ça pose aussi beaucoup de questions, ouais. Jusqu'à l'été 2022, c'était quelque chose qui tendait à s'amplifier, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des éleveurs qui se mettaient à la culture du maïs pour pouvoir revendre ça et mettre ça dans les méthaniseurs. Maintenant, la quantité de maïs l'été dernier qui a été produite a quand même mis en avant des dissensions à l'intérieur même
de la filière agroalimentaire, c'est de se dire mais voilà, moi j'ai besoin de nourrir mes vaches, s'il faut choisir entre mes vaches et le méthaniseur, qu'est-ce qu'on va faire quoi. Donc je crois qu'à l'intérieur même de la filière, ils se rendent compte aussi de l'absurdité de la situation. Après, dans quelle mesure ça peut évoluer dans les années à venir, je sais pas. Dans le Finistère, là, il y a un méthaniseur qui a été installé sur la commune de Comana, et tout près du lac du Drennec. Le lac du Drennec, c'est la réserve d'alimentation en eau potable du Finistère. Et donc, ça veut dire que si demain, il y a un problème sur ce méthaniseur, c'est un problème sur l'eau potable à l'échelle du département. Euh, donc la question, c'est vraiment comment ça se fait, pourquoi cette autorisation a été donnée d'installer un méthaniseur à cet endroit-là. Et donc là, on revient sur les questions de démocratie environnementale et de la manière dont les institutions aussi peuvent être phagocytées par le lobby agroalimentaire, parce qu'il y a toute une chaîne de décisions et d'autorisations qui ont été données, qui vont à l'encontre même de l'intérêt général, quoi. D'un point de vue personnel, je trouve ça intéressant de se dire que effectivement, voilà, euh, comme les violences sur des êtres humains, comme les violences sur des animaux, les violences sur des rivières ou des fleuves ou des forêts peuvent être et doivent être condamnées par la justice, quoi. Et parce que forcément, ça obligera tous les acteurs à devoir prendre des mesures pour sauvegarder et pour aider à ces personnalités juridiques au même titre qu'on aide les personnes victimes de violences. Voilà. Je sais que dans le Finistère, c'est le cas de... Voilà, il y a la question justement au niveau de la rade de Brest, de se poser cette question de personnalité juridique, et aussi pour mettre en avant justement à la fois toutes ces facultés, toutes ces richesses, que ce soit au niveau biologique, de la faune, de la flore, mais aussi d'une nécessité, enfin du rôle économique aussi que peuvent avoir ces endroits, hein. Et de toute façon, tout est lié, c'est-à-dire que voilà, la Loire à sec, c'est aussi une économie qui se casse la figure. Des nappes phréatiques à sec en Bretagne, voilà, il y a la survie de l'être humain, et il y a toute une économie aussi qui est bouleversée. Moi, j'ai en tête là 2 projets en Bretagne qui ont été récemment annulés, mis sous le tapis. C'est le cas de l'usine Bridor à Liffré et de l'usine de saumon de Plouisy. Donc Bridor à Liffré, c'est donc Louis Leduf qui était le meneur du projet qui a décidé d'abandonner, parce qu'il y avait une pression à la fois populaire mais aussi de la part de certains élus, de dire non mais là, sur ce territoire-là, vu la consommation en eau du projet d'usine, ça déconne complètement. Et sur l'usine à saumon de Plouisy, c'est pareil, les élus sont revenus les élus de la communauté de communes de Guingamp sont revenus sur la décision qu'ils avaient prise en disant mais non, on arrête les discussions avec Smart Salmon, l'entreprise qui portait le projet, parce que en fait, on se rend compte que effectivement, c'est pas un modèle économique soutenable. C'est-à-dire que même avec des arguments économiques, on voit bien que ça marche pas. Parce que c'est des très fortes consommations en eau, parce que c'est aussi de l'import-export international. Là, c'était des saumons nourris avec des restes de poissons qui provenaient d'Afrique. Enfin, voilà, on est sur un modèle vraiment mondialisé. Et donc, cette accessibilité de l'eau, elle devient même un frein à des projets économiques. Donc c'est là-dessus aussi que je pense que de manière transpartisane, les élus devraient s'interroger sur la nécessité d'aborder ce problème à bras-le-corps, quoi. La mobilisation citoyenne, on le voit dans nos enquêtes, en fait, c'est quelque chose de primordial pour faire bouger les lignes. C'est des assos citoyennes qui suivent des dossiers au jour le jour, qui sont au courant des évolutions. C'est aussi des assos citoyennes qui permettent
de mettre la lumière et la pression sur des élus pour dire effectivement, il faut pas mettre ce problème sous le tapis. Euh, et donc moi, enfin, nous, c'est ce qu'on a remarqué dans toutes nos enquêtes, c'est que effectivement, dès lors que vous avez une mobilisation citoyenne, il y a une prise en compte du politique qui est complètement autre. Parce que même si, voilà, sur l'exemple de l'Antunvest, ça n'a pas empêché l'extension, ça a néanmoins mis la lumière sur ce dossier. Ça a permis à tout un territoire de se questionner sur voilà ce projet parce que effectivement c'est pas forcément des projets, tout le monde se sent pas forcément concerné par l'extension de la porcherie à côté de chez soi, donc voilà, ça permet quand même de mettre en lumière euh, beaucoup de choses. Euh, Après, est-ce qu'il y a des excès? Moi, je pense que non, on est dans une démocratie et que les citoyens doivent avoir toute leur place pour s'exprimer et qu'ensuite, s'il y a des plaintes de déposer, là, c'est à l'État aussi de donner les moyens nécessaires à la justice pour pouvoir mener ses enquêtes. Oui, nous, c'est vraiment la conclusion aussi de l'enquête qu'on a pu mener sur l'Annudes, c'est qu'effectivement, vous avez beau avoir toute une chaîne de la démocratie environnementale où vous avez voilà, un avis de la MRAE défavorable, une enquête publique défavorable et des citoyens mobilisés, et malgré tout, le préfet arrive derrière et met son tampon. Donc effectivement, l'État, dans ce cas-là, ne joue pas le rôle de l'intérêt général. Donc ça pose vraiment question. Et puis après, il y a effectivement la question de ce qui est mis en place à la fois pour de la transition et pour aller vers d'autres modèles, parce qu'on voit bien à l'heure actuelle, l'an dernier, en 2021, les élevages de porcs étant aux difficultés financières, l'État a sorti le chéquier 270 millions d'euros pour sauver la filière. Là, à l'heure actuelle, le bio est en train de se casser la figure. Et on a de la part de l'État des mesurettes voilà, avec des paysans qui se retrouvent avec des chèques de 600 euros. Donc on a deux poids, deux mesures, et on a clairement des choix politiques qui sont vraiment questionnants à ce niveau-là, quoi. Et puis sur le rôle de l'État, c'est aussi effectivement quand il y a des affaires de pollution, est-ce qu'on est prêt à mettre tout en œuvre pour trouver les responsables, pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises, pour qu'il y ait d'autres pratiques de mise en œuvre. Donc voilà, que ce soit au niveau de l'incitation à aller vers certains modèles plutôt que d'autres. Donc ça c'est vraiment questionnant, oui. Parce que là, si on en revient à l'eau, il y a quand même clairement un coût caché de cette pollution. C'est-à-dire que le jambon pas cher produit en Bretagne, et ben en fait, on le paye une deuxième fois quand il faut payer la dépollution de l'eau, quand il faut payer les nombreuses interconnexions, quand il faut payer la dénitrification de l'eau. Donc oui, tout ça, ça a un coût aussi indirect qui est payé par le citoyen. Il va y avoir des bouleversements à venir, et effectivement, sur la question de la consommation d'eau, on se rend compte aussi qu'en été, s'il y a un tourisme massif, et ben, ça rend aussi la situation invivable. Et donc après, oui, est-ce qu'il faudra faire un choix entre moins de cochons, moins de touristes, ou, voilà, c'est forcément, je pense que la réponse, elle est, elle est dans tout. Je pense que là aussi où l'État a un rôle à jouer, c'est effectivement dans les aides à cette transition. L'État a mis en place des chèques carburant récemment parce que l'essence coûtait cher et qu'on juge que l'essence est indispensable à la vie quotidienne. Donc, on va aider les citoyens en leur donnant des chèques carburant.
Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, sur le même modèle, imaginer des chèques qui permettent de favoriser une économie vertueuse. Justement, si vous installez des toilettes sèches, si vous consommez local et voilà. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses imaginables qui montreraient une vraie volonté publique de prendre ce dossier en charge et pas de se voiler la face. Parce que c'est vraiment le truc là. C'est effectivement, il y a des décisions à prendre aujourd'hui qui font peut-être pas plaisir à tout le monde, mais effectivement, là, dans les années à venir, c'est voilà, le rapport du GIEC, c'est pas n'importe quoi, et toutes les études scientifiques vont quand même dans ce sens de nous dire que la situation, que le réchauffement climatique euh, ben voilà, ça va aller en s'empirant. Et donc, à un moment donné, c'est aujourd'hui qu'il faut planter les arbres qui vont nous donner de l'ombre dans 20 ans, quoi.